La parole à la communauté, nous recevons notre ami journaliste donc en France, Sadio Morel-Kanté. Bonjour Sadio. Bonjour Jean-Louis. Merci, vous êtes donc de retour sur cette radio, la radio de la communauté ici à Chicago. La question du jour à la parole à la communauté, c'est sur le décès du colonel Marcel Tourou. Alors, pour vous, est-ce l'hypothèse d'une exécution sommaire qui est plausible ou encore que faut-il parler de mort naturelle? Bon, un à un ou les deux ensemble, ça reste pareil parce que dès lors qu'un prisonnier qui est censé être sécurisé par le système qu'il a mis en prison meurt en prison, ça ne change rien. C'est de la responsabilité de ceux qui l'ont mis en prison. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, là maintenant, ils sont en train de parler d'autopsie par la famille, par ceci, mais dès que ça arrive comme ça, il n'est pas mort dans sa chambre, dans son lit, il est mort dans une institution. euh, L'autopsie devrait être diligentée d'office pour déterminer les causes. Mais lorsqu'ils vont trouver que c'est le neveu qui était avec lui ou que l'avocat l'a vu avant qu'il meure, des témoins qu'on met en détention provisoire, prolongée, rallongée, rajoutée, c'est du jamais vu. Un témoin n'est pas un suspect, c'est le suspect qu'on peut mettre en détention provisoire, pas des témoins. Donc ce régime va de bévue en bévue et il a montré ses limites. Et puis, quoi dire? En tout cas, Tourou est mort entre leurs mains. C'est à eux de tout mettre en place pour, avec des enquêteurs indépendants, hein, de faire en sorte que toute la vérité soit dite, quoi. Voilà. Oui, oui, mais Sadio, est-ce que pour vous, il n'y avait pas de signes avant-coureurs à partir desquels on peut légitimer l'une ou l'autre thèse? En tout cas, du fait que Tourou a fait son testament politique, hein, en revenant sur certains sujets, c'est-à-dire les implications dans les disparus du beach, hein, sur le 4 mars, hein, où on recevra encore des documents plus détaillés encore, parce que c'est un document qui est beaucoup plus long que les 8 minutes qu'on a déjà diffusées. Ça prouve à suffisance qu'il savait qu'il allait lui arriver quelque chose. Il s'y attendait, parce qu'il est quand même du régime, du système, donc il sait comment il procède. Dès lors que, comme il dit, il n'avait pas participé au disparu du beach, il a senti des mouvements, il a averti qui de droit, c'est-à-dire le président, et que c'est lui qui se retrouve encore en procès pour qui s'explique sur ce qui n'a pas sur ce à quoi il n'a pas participé, et qu'en plus vous avez vu ce procès, comment il s'est déroulé. C'est-à-dire c'est maître Jean-Martin Bemba qui était premièrement ministre de la Justice, à 2 ou 3 mois du procès, on l'enlève de ce poste-là et on fait une parodie de procès où il y a eu, oui, des victimes, mais pas de coupables. Du jamais vu dans l'histoire des Mhm. procédures judiciaires dans le monde. Donc, Mhm. ce pouvoir montre toujours qu'il est prêt à détourner les attentions, à faire les choses selon qu'il le veut, et que quand la France s'est saisie de l'affaire, ils se sont permis de dire la chose jugée ne saurait être rejugée. Or, quand il y a crime à ce niveau, il y a imprescription. Jusqu'à ce que, à tant qu'il y aura des éléments nouveaux, il y Mhm. aura ouverture du dossier et tout ça. Et puis là, dans les 8 minutes de Tourou, il a bien montré qu'il y avait 2 personnes qui avaient échappé à la vigilance de la justice, qui n'avaient pas été citées. C'est bien Emmanuel Yoka et le colonel Ndolou. Donc Mhm. voilà, tout est là pour relancer la chose et je crois que Tourou savait que la fin lui allait être fatale. Parce que lorsqu'ils sont allés pour l'arrêter, pour le capturer le 16 décembre 2013, c'était pas pour qu'il sorte vivant, hein. Vu, moi j'étais à Brazza, Mhm. j'ai même été là-bas, j'ai filmé, j'ai vu l'intensité des bombardements, mais c'est à croire qu'il s'agissait de 2 pays ennemis qui se tiraient dessus, hein. Donc c'est pour dire que il est pas mort le 16 décembre 2014, mais il savait que
il n'allait pas sortir indemne. Il avait en tout cas un pressenti et que en tant que numéro 2 des renseignements, c'est pas comme lorsque les attentats du cinéma Star ou de l'aéroport ont eu lieu dans les années 80, où les nouvelles technologies n'existaient pas encore, où Mhm. Sassou pouvait faire croire, Sassou et son régime pouvaient faire croire tout et n'importe quoi. On n'est plus à cette ère-là, on est à l'ère des nouvelles technologies. Donc, les mentalités ont changé et Turo a su utiliser justement les nouvelles technologies pour faire sa carte mémoire. Oui, Et mais Sadio, voilà. on va terminer sur ce point. Est-ce que comment faire comment l'opposition devrait s'organiser pour éviter justement l'irréparable aux autres, Mokoko, Kombi Salissa, Paulin Makaya, Libongo et autres encore incarcérés? Mais si vous avez écouté Maître Tréco hier sur Africa numéro 1, il a dit que tous ces gens-là ont déjà pris leur disposition, ils ont déjà fait sortir leurs témoignages, quoi qu'il leur arrive, est-ce que tu vois, même Oui. morts, ils continueront à parler, à troubler ce régime-là. Mais ce que j'ai constaté avec la libération cet après-midi de Maître Essou, c'est que il y a quelque chose qui a été incontestable, c'est la solidarité de la corporation des avocats. Mhm. Ils ont tenu, Brazzaville a donné le temps, Pointe-Noire a enfoncé, et finalement le ministre de la Justice a pu revenir en arrière, ce qui est difficilement obtenable. Pour obtenir ces machines arrière de ce pouvoir-là, c'est très rare. Et là, la solidarité de cette corporation a pu faire plier euh, cette administration de négatif au pouvoir négatif. Donc, ça veut dire que quand les gens sont unis et qu'ils savent qu'ensemble, quand ils se mettent comme plusieurs bûcherons sur un arbre, ils peuvent facilement faire tomber la branche. Et c'est la leçon à retenir dans tout ça. Hein. Il faut être solidaire pour arriver à bout de tout ce qui semble difficile. Parce que jusque-là, c'est le one by one qui a caractérisé les mouvements des Congolais. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu sortir, voir le bout du tunnel à cause de ces égaux trop exacerbés qui ont Oui. fait que, voilà, on n'a pas pu remporter des batailles qui, pourtant, en toute évidence, auraient pu être remportées par nous si nous avions été soudés et solidaires. Merci Sadio. Donc c'était Sadio Morel Kanté et bonne journée à toi Sadio. Merci Jean-Louis, merci et bonne continuation. La parole à la communauté, notre émission se poursuit aujourd'hui. Cette émission porte sur le décès du colonel Marcel Tourou. Marcel Tourou qui est décédé donc la semaine dernière. Et nous avons une question ici qui porte sur les conditions de sa mort. Alors, monsieur Bernard Pongui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mais voilà, nous avons donc en direct du Canada Bernard Pongui, que tout le monde connaît, puisqu'il produit beaucoup de vidéos sur le net, notamment sur la politique congolaise. Alors, monsieur Bernard Pongui, la question ici à la parole à la communauté, c'est celle de savoir si ce sont donc les mauvais traitements en prison à l'égard du colonel Marcel Tourou qui sont à l'origine de son décès ou encore que nous pouvons simplement parler d'une mort naturelle. Bon, écoutez, monsieur John Lewis, il est clair, nous savons tous que le régime de Brazzaville est un régime criminel, un régime assassin, un régime qui utilise la répression, un régime qui utilise les tortures, un régime qui utilise plusieurs techniques pour pouvoir, si vous voulez, assassiner tous les opposants, hein, que ce soit les opposants politiques ou tous ceux qui s'opposent au régime. Ben, sur ce qui concerne la mort de M. Tsuru, nous voulons ici faire l'analyse de quelques déclarations qui ont été faites, soit par le médecin, en fait, le directeur des services médicaux de l'hôpital militaire Pierre Mobengo de Brazzaville, et puis la déclaration du procureur Oko Ngakala. En se basant sur la déclaration du directeur du centre médical militaire de Brazzaville, nous nous rendons compte que M. Ibata n'a jamais précisé, n'a jamais donné des explications claires en ce qui concerne la mort de Tsuru. Premièrement,
M. Ibata n'est pas un médecin légiste. Un médecin légiste, c'est celui qui fait tous les examens, y compris l'autopsie du corps du défunt. Or, il s'avère que dans la déclaration de M. Ibata, c'est une déclaration de quelques secondes, il faut le dire, une déclaration rapide. M. Ibata n'a jamais mentionné les causes réelles. Ils se sont arrêtés d'un arrêt, que M. Ntsuru était mort par arrêt respiratoire. Hein? Mais normalement, ce qui devait se faire, cette déclaration devait être faite par un médecin légiste qui devait expliquer dans la déclaration, surtout que M. Ntsuru était une personnalité connue et que l'affaire Ntsuru a fait le tour du monde. Il allait plutôt dire, suite à l'autopsie et aux examens très approfondis, nous nous sommes rendus compte que le décès de M. Ntsuru a été réalisé par arrêt respiratoire. Oui, Monsieur Pongui, je voulais vous arrêter sur ce point. Est-ce que vous n'avez pas, est-ce que ce monsieur, ce directeur de l'hôpital dont vous parlez, n'a pas par devers lui des documents qui sous-tendent ce qu'il évoque? Est-ce qu'il n'a pas déjà des examens ou des preuves de cette affirmation? Bon, mais comme nous le savons, M. Ntsuru est mort soi-disant à 11 heures, que le corps avait été ramené à l'hôpital militaire. Et quelques heures après, c'est la déclaration de M. Ibata. Nous nous posons la question de savoir quel genre d'examens qui ont été conduits en quelques minutes pour pouvoir nous parler des causes réelles de la mort de M. Ntsuru. Hein? Et ça, c'est des questions où tout le monde se pose. C'est là où nous sommes en train de parler des zones d'ombre. Vous voyez, parce que nous savons tous que un examen d'autopsie prend des heures, et parfois même des jours, il faut le dire. Nous savons tous, nous vivons en Occident, nous savons comment ça se passe. Et l'examen qui a détecté la mort de Ntsuru s'est fait en quelques minutes. Et nous savons, si nous essayons de suivre la chronologie, hein, M. Ibata n'a jamais dit que l'autopsie avait été conduite, ce qui n'a pas été fait. Et puis, dans quelques minutes qui suivaient, après M. Ibata, c'est le procureur qui avait déjà sur sa ligne de mire, le coupable, qui est éventuellement le neveu de M. Ntsuru, qu'on a nommé Franck Mbani. Vous voyez? Donc, si nous essayons de voir la chronologie des faits, un malade, soi-disant, qui a fait un malaise, qui a été amené à l'hôpital, quelques minutes après, la déclaration est arrivée du directeur de l'hôpital militaire et non de médecin légiste. Et quelques heures plus tard, c'est le procureur qui vient avec déjà des accusations, parce que sur leur ligne de mire, le coupable, c'est déjà le neveu. Donc, nous voyons déjà que la mort de M. Ntsuru a été déjà programmée, et la thèse qui consiste à parler de l'empoisonnement ou encore des tortures, parce que d'après les rumeurs, ce qui court, c'est des rumeurs que nous entendons, que M. Ntsuru n'a jamais passé la nuit dans sa cellule. M. Ntsuru, c'est qu'au matin qu'on a emmené le corps, il faut le dire, parce que ce qui peut-être que les gens ne savent pas, parce qu'il y a des langues qui sont en train de se délier présentement, on nous fait croire que ce n'est que le corps qu'ils avaient emmené dans la cellule de M. Ntsuru. En fin de compte, M. Ntsuru n'a jamais passé la nuit dans sa cellule, vous voyez? Donc, avec les accusations du procureur qui nous dit aujourd'hui que M. Mbani, et là encore, en dehors de M. Mbani, il y a même l'avocat, M. Issou, qui a vu M. Ntsuru quelques jours plus avant. On nous fait croire que ceux-là sont des coupables. Mais enfin, en réalité, nous savons comment ce système opère. Et si on se rappelle, les jours passés, il y a déjà eu des émeutes dans la maison d'arrêt de Brazzaville. Il y a eu des gens qui ont... Notamment sur ce point des émeutes, vous êtes un observateur averti de cette politique congolaise. Vous vous renseignez quotidiennement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait donc des signes avant-coureurs et que ce qui est arrivé au colonel Tour ne vous surprend pas? Non, mais ça ne nous surprend pas, monsieur John Lewis, ça ne nous surprend quasiment pas, parce que nous savons, les émeutes qui se sont déroulées dans la maison d'arrêt de Brazzaville avaient un objectif. L'objectif, c'était de créer une situation qui devait donc permettre à un certain nombre de prisonniers, des prisonniers phares que nous connaissons, dont Jean-Marie Mokoko, Paulin Makaya, Ntsuru et les autres. Donc, ces émeutes-là devaient leur permettre donc de sortir dans leurs cellules. Et en ce moment-là, il y avait déjà des tireurs de l'élite qui avaient été préparés pour pouvoir abattre ces prisonniers d'élite-là. Malheureusement pour eux,
c'était des prisonniers qui étaient déjà avertis, ils sont restés cloîtrés dans leur cellule. Et donc c'est là où ils avaient joué le coup. Mais éventuellement, la mort de Nsuru, et on nous apprend même, hein, parce que vous savez, dans le même système du pouvoir de Brazzaville, il y a des gens qui nous appellent, qui nous apportent des informations en temps réel, des gens qui ne sont pas contents de ce système, mais qui ont vraiment envie de terminer avec ce système, nous disent qu'il y a eu même des gens qui se sont trinqués de coups de verre au niveau de la présidence de la République, notamment on parle de messieurs, comment les gens l'appellent, monsieur Dominique Okemba et les Jean-Jacques Bouya, tout ce monde, ils ont même pris un petit verre pour célébrer la mort de Nsuru, pour célébrer le coup réussi, sur l'assassinat de Nsuru. Il faut dire que M. Nsuru n'est pas mort pour une mort naturelle, M. Nsuru a bien été assassiné. Et encore, c'est qui encore à retenir? S'ils ils veulent apporter la lumière dans cette affaire de décès de M. Nsuru, pourquoi ils ne permettaient pas à la famille d'accéder au corps de Nsuru? Vous voyez? Donc, le régime en place a confisqué le corps. Ils ne peuvent même pas permettre aux parents de pouvoir avoir accès au corps de leur membre de famille. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des signes qui détestent que monsieur a été assassiné. Encore un autre point, ce que nous conseillons à la famille, et que d'ailleurs que la famille est en train de pousser, la famille est en train de chercher, de vouloir ramener des médecins indépendants qui viennent des autres pays africains, anglophones, pour essayer de mener des examens approfondis. Mais le système, le régime de Sassou ne veut pas permettre aux parents de pouvoir avoir accès et de pouvoir emmener des médecins qui peuvent examiner pour détecter la cause réelle de la mort de M. Nsuru. Vous voyez? On nous parle même, selon le témoignage, que le corps de M. Nsuru a été mutilé, notamment la langue a été coupée, le cœur a été enlevé, ses organes génitaux ont été enlevés, vous voyez? Donc, ça démontre exactement ce que nous avions vu avec le corps de Pierre Onga, ce que nous avons vu avec Marie Ngouabi, et encore avec un certain nombre de corps qu'on n'a jamais retrouvés. Par exemple, le corps du président Massamba Deba, qui n'avait jamais été retrouvé. Alors, vous tenez ces informations, M. Bernard Pongui, ces informations de témoins qui travaillent à la morgue? Éventuellement, vous savez, à Brazzaville, des informations conspirent. Nous nous basons sur des témoignages parce qu'il est vraiment assez difficile d'avoir accès à des informations. C'est-à-dire qui permettent aux gens, normalement, des gens indépendants, d'avoir accès à ces informations. Mais c'est toujours des gens qui travaillent dans ce milieu qui ne sont pas contents du système, qui essaient d'expliquer les informations. Donc, c'est des témoignages, comme nous le savons d'ailleurs par la guerre de Poule aussi. Tout se base sur des témoignages, et puis nous en sommes convaincus que ces témoignages sont des faits réels. Ces témoignages sont basés sur des faits réels, vous voyez. Donc, M. Nsuru a été bel et bien assassiné, soit par les effets de torture, puisque les gens rapportent qu'il vomissait du sang. Vous voyez, quand quelqu'un vomit du sang, ce n'est plus une mort naturelle, quand ils le disent. Et surtout encore que sa femme avait témoigné sur RFI qu'un jour bien avant, il a eu à parler avec son mari et le mari se portait à merveille. Et l'avocat aussi l'a souligné, vous voyez. Donc, par rapport à ces témoignages, nous en sommes convaincus que non, M. Nsuru a été bel et bien assassiné. Et là encore, la peur, c'est pour les autres prisonniers qui restent. Déjà, nous savons, Amnesty International venait de parler de l'affaire Paulin Makaya, qui vit dans des conditions extrêmes dans la maison d'arrêt de Brazzaville. Mokoko, nous savons qu'une fois il est passé sur les médias avec son avocat, que son état de santé s'est dégradé. Et nous savons aussi que ce système est capable d'empoisonner même les murs ou encore tous les équipements que les prisonniers utilisent. Et nous, c'est ça notre crainte, vous voyez? Parce que les jours bien avant, ce système avait lancé une opération qu'on appelait opération hors-jeu, qui consistait à mettre hors-jeu, notamment mettre hors-jeu tous les opposants au régime, éventuellement commençons par ceux qu'ils détiennent, vous voyez? Alors nous allons terminer sur ce point-là, Bernard Pongui. Quelles sont justement pour vous les mesures nécessaires alors, quel est le sort? Comment vous organisez afin que ceux qui sont restés incarcérés ne subissent pas le sort du colonel Marcel Tchoro, si cette thèse que vous soutenez venait à être prouvée, bien sûr? Bon, écoutez, il est assez difficile parce que nous n'avons pas le contrôle de ce qui se passe à Brazzaville. Et nous interpellons ici éventuellement ceux qui soutiennent Sassou. Donc, nous interpellons ici le président français, M. Hollande,
qui lui a donné le billet vert d'aller changer la Constitution. Parce que ce qui est vrai, le malheur qui arrive aux Congolais, c'est bien le président français qui est à l'origine. Et nous demandons au président français et à tous les soutiens de ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville de pouvoir intervenir afin de pouvoir sauver les vies de ceux qui sont dans les prisons. Parce que ce qui est vrai, en même temps, nous demandons aussi à des grands pays comme le Canada, les États-Unis, d'utiliser de tout leur poids, d'utiliser de tout leur poids. Parce que les Congolais, ils sont démunis. Ils n'ont pas de possibilités pour pouvoir sauver ces gens-là. La loi est bafouée. Au Congo, il n'y a pas de... Les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Vous voyez? Donc, ce n'est que par une pression politique revenant de l'extérieur que nous pouvons arriver à sauver les vies de Jean-Marie Michel Mokoko, de Paulin Makaya. Déjà, Amnesty International a sorti un rapport qui parle des conditions dans lesquelles Paulin Makaya vit, vous voyez. Et donc, ce n'est que par cette possibilité, par ce chemin que nous pourrons arriver, ou encore, ça sera un soulèvement populaire qui pourra donc arriver à sauver tous ceux qui sont en prison pour pouvoir sauver le Congo. Voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, merci. Donc, c'était Bernard Pongui, un résistant depuis le Canada. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation, Bernard Pongui, et bonne journée à toi. Merci beaucoup, M. Louis. À vous aussi. En direct du Canada, la parole à la communauté, nous avons Georges Goma du Canada. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-Lévis. Voilà, vous êtes bien entendu en direct du studio central ici à Chicago. La question du jour, c'est sur le décès du colonel Marcel Tsuru. L'hypothèse la plus plausible pour vous, est-ce celle d'une exécution sommaire ou encore vous pensez, comme d'autres, que cette mort est toute naturelle? Ben non, quand même, il faut qu'on soit sérieux à un certain moment, mon cher Jean-Lévis. On ne peut pas parler d'une mort naturelle par rapport au décès du colonel Tsuru quand on connaît l'histoire du Congo-Brazzaville. Il y a quand même des vérités qui sont inaliénables. La première des choses que les gens doivent prendre pour acquis une fois pour toutes, c'est que le Congo n'est pas un état de droit. Le Congo est une dictature en bonne et due forme et qui se maintient par la tyrannie. Ça, c'est une chose que tout le monde, même ceux qui sont au pouvoir, ils ont conscience de ce fait-là. L'histoire du Congo depuis 1997, c'est une dramaturgie. C'est une dramaturgie qui a été créée par M. Denis Sassou Nguesso, qui est entretenue par M. Sassou Nguesso, par des intrigues de toutes sortes. Donc là, je veux faire un point d'honneur à souligner cela avant de venir à la mort, plus précisément du colonel Marcel Tsuru. Donc, cette tyrannie, on l'a bien vu, a atteint des sommets à des moments. Donc, la mort d'opposants sérieux, la mort des opposants sérieux au Congo fait partie des règles du jeu de la dictature que mène M. Denis Sassou Nguesso. Donc, en fait, ce qui arrive à M. Tsuru, ça ne devait étonner personne. Connaissant la nature profonde du régime de M. Denis Sassou Nguesso et qui n'est pas prêt à lâcher le morceau. M. Jean-Lévis, mais nous sommes en pleine pseudologie au Congo-Brazzaville. Nous nageons en pleine pseudologie. C'est-à-dire que nous sommes face à un système qui est construit, qui est bâti sur le mensonge. Et le mensonge devient originel. Le mensonge devient originel depuis 1997 par rapport aux événements que nous avons vécus. La mort de 2 présidents de la République, la mort d'un cardinal, le seul que nous avons au Congo-Brazzaville, et tout ce qui a suivi, M. Jean-Lévis. Je crois que les gens doivent être sérieux désormais, de comprendre que face à M. Denis Sassou Nguesso, il n'y a plus de tergiversation en dehors des gens qui le soutiennent, bien sûr. On peut comprendre qu'est-ce qu'ils défendent en soutenant M. Denis Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc la mort de M. Tsuru, je crois que c'est la suite logique de la démarche de M. Denis Sassou Nguesso. M. Tsuru a travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso. Il a contribué au départ de M. Pascal Lissouba et à la mort de la démocratie au Congo-Brazzaville. Et donc, il connaît bien M. Denis Sassou Nguesso. Et nos auditeurs savent très très bien que
Il y a quelque chose qui s'est passé quand même en décembre 2013. J'ai souvent coutume de dire, ben écoutez, M. Denis Sassou Nguesso a bien asséné un coup de massue. Mais le coup de massue de 2013, mais c'était un coup de massue de 2013 tonnes, qui a laissé quand même une petite chance à M. Ntsuru. Mais le coup de massue de mi-2017 a été très puissant et qui n'a laissé aucune chance à sa victime et qui en est mort. Vous voyez? Donc la mort de M. Ntsuru au Congo-Brazzaville, c'est la continuité d'un système, c'est la continuité d'une aberration menée par M. Denis Sassou Nguesso par rapport à son maintien au pouvoir, garder le pouvoir. Vous voyez? Oui. Et ce n'est pas terminé là. Oui, oui, mais la mort de monsieur. Oui, mais la mort de M. Ntsuru, ce n'est que c'est une phase qu'ils ont atteint parce que M. Ntsuru ne parlera plus jamais. Au départ, il avait parlé des affaires du beach quand même, il faut pas. Il y a une suite logique dans les événements. M. Ntsuru avait menacé de révéler, n'est-ce pas, les dessous de l'affaire du beach, où ils ont massacré des 350 jeunes comme ça, sans raison, après l'appel de Denis Sassou Nguesso qui disait que la guerre était terminée au Congo-Brazzaville et que tout le monde devait pouvait rentrer au Congo-Brazzaville en toute sécurité, aidé par cela par le Haut Commissariat aux réfugiés. Pourquoi est-ce que ces institutions ne parlent pas? Aidé par la République démocratique du Congo, et on massacre comme ça en pleine journée 350 000 personnes, 350 jeunes personnes. Cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas du tout acceptable. Donc la continuité, eh bien, ma foi, ils sont bien contents là où ils sont. Parce que, je me rappelle très bien, il y a un de leurs idéologues, un professeur de renom, que nous avons tous respecté à un certain moment, qui leur avait donné le topo. Faites d'abord, brisez d'abord, après vous allez régler le problème après. Donc tuez d'abord Ntsuru, et puis après les gens vont parler, au moins il ne parlera plus jamais. C'est un cas réglé celui-là. Vous voyez? Et puis ça va se continuer. Nos autres prisonniers ceux qui sont en prison, les prisonniers politiques, mais ils courent le même danger là. Le régime de Brazzaville, il sait très bien que s'ils perdent le pouvoir, ils sont en sécurité nulle part. Parce qu'à l'étranger, il y a la CPI qui les attend. Mais au Congo, avec tout le brigandage qu'ils ont fait, toute la destruction du tissu social qu'ils ont fait au Congo-Brazzaville, eh bien, ils ne sont pas prêts. Les Congolais ne seront pas prêts, n'est-ce pas, à leur faire du cadeau comme en 1992, où M. Denis Sassou Nguesso a été quand même, on lui a donné un bon cadeau sur un plateau d'argent. Oui, parce qu'il n'a pas été condamné. Vous avez, je comprends, vous situez sur le plan logique pour démontrer justement que la thèse de l'exécution elle est plus plausible, mais plausible, absolument. J'ai une auditrice qui, notamment une collaboratrice, qui croit que même dans le cas d'une autopsie, ce sera difficile à démontrer qu'ils sont coupables de ce décès. Sur le plan, l'autopsie, de toutes les façons, il faut que j'ai évoqué en tout temps le concept de la pseudologie. La pseudologie, c'est dans toutes les choses qu'ils sont en train de faire. La pseudologie, c'est en politique, c'est-à-dire leur politique est illégale, c'est le mensonge sur le mensonge, mais sur le plan aussi stratégique. Sur le plan juridique, on est en pleine pseudologie. Donc, sur une autopsie annoncée, dans quelles conditions est-ce que cette autopsie va se faire? C'est ça le problème. Ils n'aiment pas la transparence. Ce régime n'aime pas la lumière. Mais quand on apporte la lumière, le régime est perdu. Et avec l'appui de la communauté internationale, il faut le dire maintenant à haute voix que M. Denis Sassou Nguesso a bénéficié, n'est-ce pas, de l'appui de la communauté internationale, parce qu'on ne peut pas voir un seul individu, massacrer son propre peuple de la manière dont il est en train de le faire ouvertement, sans que la communauté internationale, qu'il s'agisse des Nations Unies, Ban Ki-moon et Jean Batilly qu'il avait envoyé au Congo-Brazzaville, qu'il s'agisse de la francophonie avec François Hollande et Michaël Jean, qu'il s'agisse des États-Unis d'ailleurs, personne n'a levé le petit doigt pour voir ce qui se passait au Congo-Brazzaville, quand à une certaine époque, nous nous rappelons quand même qu'il y avait des véhicules, des chars qui venaient de Pointe-Noire et marqués United Nations, UN, des Nations Unies. Que sont devenus ces instruments-là? Qu'est-ce que l'ONU a à répondre par rapport à cela? Donc une autopsie, ma foi, si le système est toujours aussi fort comme cela, il n'y a rien à attendre d'une autopsie, ça ne se fera pas.
Ici, ou si ça se fait, eh bien, ça sera une autopsie complètement fausse. Vous Alors, voyez? alors, dans ces conditions, que penser des autres qui sont restés en prison? Sont-ils Ah, donc jetés en pâture comme ça attendez, nos braves gens qui sont en prison, mais ils sont dans le couloir de la mort. C'est un moratoire qui leur est accordé. Ils sont en situation de moratoire. Nous avons eu à penser que le système de Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui avait plutôt un moratoire. Et nous continuons à le croire parce que nous continuerons à nous battre, nous aussi. Nous sommes à l'étranger, mais nous sommes prêts à mourir aussi. Je le dis ouvertement. Nous n'avons pas peur de ce système-là. OK? Nous n'avons pas peur de ce système-là. Mais nous ne viendrons pas non plus au Congo parce qu'il y a des sauvages là-bas. On n'est pas prêt à mourir bêtement. Nous voulons mourir pour quelque chose quand même. Hein? Nous voulons mourir pour quelque chose, mais pas bêtement. Une fois au Congo-Brazzaville, ils peuvent faire disposer de nous. On dispose d'un grand général comme Jean-Marie Michel Mokoko, qui a permis à la conférence nationale de se tenir, qui a gardé le pays en sécurité pendant cette période où la guerre allait commencer. Un monsieur d'une moralité irréprochable. Voilà comment on traite un monsieur comme cela, et la communauté internationale ne dit rien. Et combien de fois nous autres, là, une fois à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, ils disposeront de nous, on disparaîtra, et ça c'est mourir bêtement. Nous préférons nous battre là où nous avons quand même un peu la sécurité ici. Et le régime de Brazzaville, je le dis à haute voix, je crois que je me suis déjà exprimé à des moments où je me suis adressé à M. Denis Sassou Nguesso, clairement, mais qu'est-ce qu'il veut que l'histoire retienne de lui? C'est quand même pas méchant de lui demander cela. Voilà. C'est quand même pas méchant. Voilà, donc... Mais écoutez, oui, je ne sais pas si c'est ce que l'histoire veut dire. Les gens qui sont en prison en ce moment, Jean-Marie Michel Mokoko, Jean Gwabi, Pone Makaya, Monsieur Anatoly Bongo Ngoka, eh bien, toutes ces personnes-là, je suis désolé de le dire, Monsieur Okombi Salissa, Monsieur Boukadia, ce sont des condamnés. C'est des gens qui sont dans le couloir de la mort. Mais ce que nous avons à faire, c'est de redoubler. Ça, c'est très important, Monsieur Jean-Louis. Je vais donner cet appel à toute la communauté congolaise, à l'étranger, toute la diaspora. Il arrive que cette diaspora soit merdique par nos actions, par nos déclarations à l'emporte-pièce. Que nous fassions très, très, très attention. Que nous fassions très attention. Que nous nous ressaisissions pour cerner qu'est-ce qu'il y a au centre, qu'est-ce qu'il y a de plus important, de plus noble dans le combat que nous menons. Ce n'est pas pour nous que nous le faisons. Nous le faisons pour les générations à venir. Et quand je dis ça, je suis très très sérieux. Nous, c'est terminé, on a atteint la cinquantaine. On est sur la courbe descendante, là. Vous voyez? Voilà, donc, ceux qui sont en prison sont vraiment dans le couloir de la mort et nous aimerions que le moratoire soit réellement du côté de M. Denis Sassou Nguesso pour qu'on en termine une fois pour toutes avec ce système qui est nauséabond, qui est puant et qui continue à nous faire du mal. Voilà, Georges, je comprends votre hargne. Et voilà, cet appel à la diaspora sera certainement entendu. Merci à toi, Georges, d'être intervenu sur cette antenne et bonne journée. Mais bonne journée, c'est moi qui te remercie pour m'avoir donné l'occasion. La parole à la communauté en direct de Vermont, ici aux États-Unis d'Amérique, bien sûr. Nous avons en ligne notre ami Pierre Milika Mimong. Alors, salut Pierre Milika. Oui, bonsoir, cher journaliste. Voilà, vous êtes de retour ici sur Congo Live 11, la radio de la communauté. La parole de la communauté, la question porte sur le décès du colonel Marcel Tourou. Voilà, la question porte précisément, j'allais dire, sur les conditions de sa mort. Est-ce que vous pensez, comme certains, que l'hypothèse donc des conditions de vie dans la prison ont contribué justement au décès de ce colonel, ou encore que cette mort n'est qu'une mort naturelle? Oui, bon, merci beaucoup. Le mouvement congolais contre la dictature, comme toute association ou mouvement politique, a appris avec stupéfaction la mort de ce fils. Bon, maintenant, de ce fils du pays, militaire soit-il, ou civil, mais de là à spéculer sur sa mort, qu'elle soit naturelle ou causée par un empoisonnement, là n'en est pas le problème. Ce qui est vrai, c'est que ce monsieur, comme vous le savez, a joué un rôle
important dans la mise en cause de notre démocratie et qu'aujourd'hui, qu'il n'est plus, c'est un sentiment de regret parce qu'il ne rendra plus les comptes au peuple congolais. Voilà, je voudrais que... Est-ce que vous pouvez étayer votre idée? Vous dites qu'il a joué un rôle important. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous affirmiez? Non, mais enfin, nous ne sommes plus là à organiser un procès. De toutes les façons, il a fait l'objet je crois, au moins des 2 procès. On sait ce qu'il a dit pendant ces procès. Maintenant, expliquer comment a-t-il joué, quel rôle et comment l'a-t-il joué pour torpiller la jeune démocratie, ramener le dictateur au pouvoir. Ça, ce n'est peut-être pas le moment, le temps est tellement très court, mais tous les Congolais savent quel a été le rôle de cet officier et qui pourtant très brillant pouvait servir de façon loyale son pays. Malheureusement, il s'est jeté dans les mains du dictateur et il a fait ce qu'il a pu faire, ce que vous connaissez, ce que nous connaissons. Un peu le sentiment que nous avons, c'est ce sentiment de regret, effectivement, que le Congolais ou le peuple congolais ou alors certaines élites ont tendance à faire de nos bourreaux d'hier, des héros d'aujourd'hui. C'est vrai, la mort, c'est le chemin de tout le monde, mais franchement, il n'est pas de nature à blanchir quelqu'un parce qu'il est mort. Mais avant sa mort, il a fait ce qu'il a pu faire. Et c'est ce que nous savons tous. Alors, c'est le point de vue, je crois, de votre mouvement. Mais, alors, que pensez-vous maintenant de ceux qui encore croupissent dans ces geôles du pouvoir? Est-ce que y a-t-il une action de votre mouvement ou les autres? Comment vous organisez à faire que l'irréparable soit évité pour ces autres frères et braves militants encore en prison? Bon, vous savez, on ne peut pas se réjouir de ceux qui ont aujourd'hui une liberté très restreinte. On ne peut pas réjouir de leur situation. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que pour la plupart de ceux qui sont en prison, ce sont des gens qui appartiennent à ce même gang. Donc aujourd'hui, ce que nous observons, c'est quoi? C'est cette guerre de fraction de ce gang-là, et qu'il y a une fraction qui est plus forte, qui est en train d'écraser, de broyer les autres. Mais vous avez Pierre, vous avez des gens comme les Paulin Makaya qui sont en quelque sorte, qui ont entre guillemets une virginité politique quant à les accointances avec le pouvoir en place. Vous avez les Boukadia, vous ne pouvez pas tous les mettre comme ça dans le même panier. Je n'ai pas dit, ou le mouvement congolais contre la dictature dans son observation, dans son analyse, ne met pas tout le monde dans le même panier. Donc, j'ai dit certains ou alors pour la plupart, ce sont des gens qui font partie de ce grand gang, aujourd'hui fractionné. Et donc, il y a une fraction qui est plus forte, qui est en train de broyer les autres, écraser les autres. Mais non, parmi, effectivement, il y a des dignes opposants qui se retrouvent dans une situation malheureuse. Et ce que nous avions à faire, c'est ce que nous avions toujours fait. Et nous sommes en train de lutter pour que demain, un jour, la liberté leur soit remise. Voilà, donc c'était Pierre Milika Mimanga qui intervenait du Vermont ici aux USA. Merci Pierre et bonne journée. C'est à moi de vous remercier et bonne journée à vous aussi. La parole à la communauté en direct de la France, bien sûr. Un auditeur, Guy Rodrigue. Salut à toi, Guy Rodrigue. Oui, bonsoir d'ici, de la France. Chez vous, là-bas, je crois, aux États-Unis, peut-être encore bonjour, mais bonsoir de la France. Voilà, il est 15h38 ici à Chicago. Alors, la parole à la communauté porte sur le décès du colonel Marcel Tourou. La question, je vous la repose. La mort ou le décès du colonel Tourou, vous paraît-elle cette mort naturelle ou pas?
À cette question qui est très pertinente pour nous, hein, on y a réfléchi, on a déjà répondu sur nos différents posts qu'on a eu à faire sur les réseaux sociaux. Le fait d'avoir mis en examen ou d'avoir détenu l'avocat de Marcel Nsoro, l'ancien avocat de Marcel Nsoro, qui était toujours son avocat, parce que la relation entre un avocat et son client ne se finit presque jamais à part la révocation de la part de l'une des parties. Donc, traduit quand même que le gouvernement des usurpateurs en place nous ont démontré simplement que non, mais que la mort, ils savent que la mort de Marcel Nsoro n'est pas du tout naturelle. Marcel Nsoro a été tout simplement assassiné en prison pour taire tous les secrets qu'il avait autour des massacres du Beach et aussi d'autres choses qu'il devait sûrement savoir sur le pouvoir de Brazzaville. Donc pour nous, la mort de Marcel Nsoro est purement un assassinat politique et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Brazzaville sont responsables de sa mort et ça on peut l'affirmer avec force et voilà. Oui, mais Guy, est-ce que vous avez, du moins sur le plan logique, est-ce que vous pouvez soutenir cette thèse sur le plan logique? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Marcel Nsoro, il est arrivé à l'hôpital, il était déjà mort. Marcel Nsoro, quelques heures avant, il était bien portant. 2 jours, 1 semaine avant, Marcel Nsoro était bien portant. Il n'y avait aucun signe clinique qui montrait que Marcel Nsoro avait des problèmes soit de cardiaque ou de santé quelconque. Donc, qu'il vienne à tomber comme ça dans sa cellule, et on ne sait pas. On ne nous a jamais dit, parce qu'on aurait quand même voulu savoir que son neveu, soi-disant, qui était dans la même cellule que son oncle, nous dise ce qui s'était passé. Ils se sont précipités à arrêter le simple avocat qui serait passé, soi-disant, à la prison pour aller voir un autre client que Marcel Nsoro, mais ils se sont précipités pour intimider tout ce monde, pour taire la vérité, de mettre l'avocat en prison, d'ajouter presque de la peine à son neveu pour qu'il ne parle pas. Donc tout ça, ça traduit quand même, ça renforce la suspicion que nous avons que Marcel Nsoro a tout simplement été assassiné. C'est l'intime conviction. On n'a pas vraiment des preuves tangibles qui montrent qu'il serait rentré dans la prison ou lui donner du poison ou empoisonner sa cellule, mais l'intime conviction et les faits démontrent que Marcel Nsoro a été tout simplement assassiné. Alors, Marcel Nsoro, pour vous, assassiné. Alors, vous avez encore d'autres prisonniers là, dans ces geôles du pouvoir, comme Boukadia, comme Mokoko, comme Okombi Salissa. Alors, comment l'opposition entend s'organiser pour faire que ces gens qui sont encore en prison, donc pour éviter justement la mort ou l'irréparable à ceux qui sont encore dans ces geôles? Oui, mon frère Lewis. Donc là, on a vu les avocats, je félicite par ce billet, les avocats de Brazzaville et Pointe-Noire, par leur mobilisation, ils ont démontré aux Congolais aujourd'hui, et ce que c'est vraiment toute la honte à l'armée congolaise et à la police congolaise et à la gendarmerie congolaise, que seule la mobilisation de la diaspora des Congolais de Brazzaville, des Congolais de Pointe-Noire, des Congolais de Makwa, des Congolais de Wando, des Congolais d'Oyo, d'Evo, de Sibiti, fera que les prisonniers politiques sortent. Ils n'ont rien à faire en prison et nous devons craindre, parce que là, ça peut être comme un ballon d'essai. Si on ne réagit pas, si on ne fait rien derrière, ils sont capables de commettre encore l'irréparable pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, pour M. Makaya, pour M. Boukalia et tous les autres. N'oublions pas tous les jeunes qui sont en prison à Brazzaville, tout simplement parce qu'ils ont eu à dire quelque chose contre le pouvoir en place. Et aussi, n'oublions pas le journaliste Gis Fortuné Bemba qui est en prison pour avoir fait tout simplement son travail. Donc, je réitère ma demande à toute la diaspora, à tous les Congolais du monde, que nous devons nous mobiliser pour défendre, pour soutenir, pour permettre la libération des prisonniers politiques
au Congo. Si on ne se mobilise pas, c'est tout simplement les condamner à une mort certaine. Donc nous aussi, on devra répondre quelque part moralement devant les dieux, devant leur famille ou devant les générations futures en tout cas. Voilà, donc merci. C'était Guy depuis la France. Merci Guy d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, à bientôt, merci.